Bonjour, je m'appelle David Vauclair et je suis ravi de vous retrouver dans Au cœur du monde pour ce 156e numéro. Vous connaissez bien notre objectif hebdomadaire, 5 nouvelles dans l'action internationale qui auront pu retenir votre attention et la mienne. Ce podcast s'intègre dans tous ceux proposés par les écoles du groupe Compétences et Développement et je vous encourage à aller à leur découverte. Commençons par un chiffre, 4. Ce sont les défis de la défense européenne que le général Jean-Marc Vigilant énumère pour la Fondation Schuman, dirigée par l'excellent Jean-Dominique Giuliani, grand ami de l'Hilléry. Le général nous rappelle qu'après 5 siècles de dominations occidentales et 3 générations de paix relative en Europe, la guerre en Ukraine marque un basculement d'air géostratégique comparable à la fin de la guerre froide. Elle met en évidence le retour brutal du rapport de force entre grandes puissances et la remise en cause du droit international par l'usage de la violence. Pour le dire différemment, pendant près de 80 ans, l'Europe a vécu une situation inédite dans son histoire. Pas de guerre généralisée sur son sol. Mais cette parenthèse se referme. Avec l'agression russe contre l'Ukraine, c'est tout l'équilibre de sécurité qui est remis en cause. La Russie de Vladimir Poutine ne cherche pas seulement à conquérir un pays voisin, elle attaque aussi l'idée même de démocratie libérale européenne et elle le fait par 2 moyens, la guerre classique d'un côté, mais aussi ce qu'on appelle une stratégie hybride, c'est-à-dire désinformation, propagande, action indirecte pour affaiblir les sociétés européennes. En plus, les États-Unis ont changé de posture, Donald Trump l'a répété, il ne voit plus des alliés ou des ennemis, mais des forts et des faibles. Résultat, l'Europe ne peut plus compter sur la garantie automatique d'une défense américaine. Nous sommes donc de plus en plus seuls. Alors, comment réagir? En 4 étapes liées. Tout d'abord, en retrouvant une cohésion interne, en dépassant les divisions nationales et en privilégiant une préférence européenne. Ensuite, en soutenant durablement l'Ukraine, non pas seulement pour éviter sa défaite, mais pour l'aider à survivre et à se reconstruire comme un État démocratique. Troisième défi, en consolidant le pilier européen de l'OTAN. Cela veut dire investir dans des capacités militaires communes, assumer plus de responsabilités dans les commandements et être prêt si, ou plutôt quand, les Américains se désengageront. Et finalement, en avançant vers une autonomie stratégique européenne, y compris dans le domaine nucléaire, avec par exemple une coopération franco-britannique dans les systèmes de commandement, dans l'industrie de défense et dans l'investissement technologique. Une Europe qui puisse décider, planifier, agir et se défendre seule. Cela suppose aussi une industrie de défense commune et une véritable culture stratégique partagée. En filigrane, une idée simple traverse cette analyse, la faiblesse attire l'agression. Donc si l'Europe veut rester un acteur international crédible, si elle veut protéger ses valeurs, sa population et son économie, elle doit cesser de s'illusionner. Il n'y aura pas de sauveurs extérieurs et aucun de ses membres ne peut individuellement se défendre efficacement. Elle doit donc assumer son rôle de puissance à part entière et choisir la force collective. C'est urgent. Après 4, passons à 3. 3 000 milliards de dollars, c'est la nouvelle capitalisation boursière d'Alphabet, la société mère de Google, qui a rejoint le club très fermé des sociétés 3 fois billionnaires aux côtés de Nvidia, Microsoft et Apple. De 3, passons à 2. 2%, c'est le pourcentage des voix promises dans les sondages à la légende des octogones, l'ancien combattant de MMA irlandais Conor McGregor. Le champion figure de proue du mouvement anti-immigration en Irlande et inspiré par Donald Trump, envisageait de se présenter à la présidence, un poste essentiellement protocolaire. 3 candidats ont déjà validé leur candidature pour des élections qui se tiendront le 24 octobre prochain. Catherine Connolly, à gauche, Jim Gavin, du Fianna Fáil, et Heather Humphreys, du Fine Gael, 2 partis de la coalition de centre-droit au pouvoir. Au-delà des spécificités de toute candidature, cela rappelle que Trump est plus une exception que la règle et qu'il y a un fossé régulier entre battage médiatique en ligne, concours de popularité et la réalité d'une élection nationale. De 2 à 1,
1 an d'interdiction d'Internet, c'est la peine subie par les habitants d'une île au large des côtes de la Guinée équatoriale. Ces derniers accusent le gouvernement guinéen d'avoir imposé une interdiction d'Internet d'1 an sur leur territoire en guise de punition, après qu'ils se sont plaints d'une entreprise de construction marocaine qui utilisait bien trop de dynamite. Et enfin, pour achever ce compte à rebours, 0 quand on est abandonné. Vous admettrez qu'il n'y a rien de plus vexant que d'être quitté pour son rival, Catherine d'Aragon le savait, Louis VII ou encore Jennifer Aniston l'ont aussi appris. Est-ce quelque chose qui serait en train d'arriver aux États-Unis? Alors oui, probablement. On assiste depuis quelques années à un phénomène discret mais significatif. Des chercheurs de tout premier plan quittent les laboratoires américains pour rejoindre la Chine. Prenons 2 exemples récents. Song Chun-ju, professeur à UCLA, a surpris tout le monde en 2020 en acceptant un poste prestigieux à l'université de Pékin. Plus récemment, Guo Junzi, figure de l'intelligence artificielle passée par IBM et Microsoft, a lui aussi fait le choix de Pékin. Ces départs sont abondamment relayés par les médias chinois qui voient à la fois un signe de patriotisme et une preuve de leur montée en puissance technologique. Pensez-y, en 2024, les chercheurs chinois ont publié près de 24 000 articles scientifiques en IA contre seulement 6 300 pour leurs homologues américains. Côté brevet, l'écart est encore plus frappant. 35 000 en Chine, 10 fois moins aux États-Unis. Si les États-Unis gardent une avance solide dans les semi-conducteurs, certains logiciels et une capacité à inventer des technologies de rupture, la Chine excelle dans le déploiement de ces innovations à très grande échelle dans la vie quotidienne. Reste une question cruciale. Qu'est-ce qui pousse ces cerveaux à franchir le pas? Côté chinois, l'État mise depuis longtemps sur des programmes stratégiques comme le Thousand Talents Plan pour rapatrier ses chercheurs et attirer les talents avec des moyens colossaux. Financement, équipe, infrastructure. Zhu, par exemple, a désormais un bureau sur une petite île au cœur de Pékin avec des ressources quasi illimitées. Côté américain, au contraire, les signaux sont à l'orange, voire au rouge. Coupe budgétaire dans la recherche, surveillance accrue des chercheurs étrangers, climat tendu entre universités et Washington. Bref, ce qu'on gagne, peut-être, en sécurité nationale, on le perd certainement en attractivité scientifique. La vraie leçon, dans la compétition mondiale pour l'intelligence artificielle ou dans tout autre domaine, il ne suffit pas d'avoir les meilleurs talents. Encore faut-il leur donner envie de rester. Comme l'écrit le brillant mathématicien australien Terry Tao, comme les conditions continuent de se dégrader, il se doit d'envisager de quitter les États-Unis. Et rien que le fait qu'il ose poser cette hypothèse publiquement devrait alerter les décideurs américains. Alors la prochaine fois qu'on vous parle de la Silicon Valley ou des grandes batailles autour de l'IA, souvenez-vous, la course ne se joue pas seulement dans les algorithmes, mais aussi dans la capacité des sociétés à retenir ou à perdre leurs plus belles intelligences. Alors voici pour cette 156e itération, spécialement écrite pour les plus belles intelligences, en espérant qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout, approuvez, commentez et partagez ce numéro s'il vous a plu. C'est toujours apprécié.